Ce mois-ci, nous retrouvons Christian Scalisi, notre maître sommelier, en compagnie d'Alain Bassineau, vigneron et propriétaire du domaine de Percède à Pierrefeu. Depuis 5 générations, c'est l'amour du vin, la passion, le savoir-faire et l'esprit volontaire qui se transmettent chez les Bassineau. Aujourd'hui, Alain et sa fille Audrey, œnologue, élaborent avec passion des crus toujours plus raffinés. Mais retrouvons Alain Bassineau et Christian engagés dans une conversation passionnée que même une pluie battante ne peut interrompre. Bonjour Alain. Bonjour Christian. Alors on a l'habitude souvent d'entendre sur des activités fédérales, associatives, sur la chambre d'agriculture, etc. Aujourd'hui, on est là pour parler du domaine des Percèdes ou des Percèdes, comment on dit? Je préfère Percède. Ah, voilà. Maintenant, bon, je me suis rendu compte que les gens arrivaient quelquefois mal à le prononcer, préféraient prononcer Percèdes. Ouais. Alors je me suis résigné à plus rien dire que des Percèdes. Tu acceptes bien les deux. Voilà, j'accepte les deux, mais bon, tant qu'à faire, autant dire Percède. D'accord, ok. Donc, tu nous présentes dans quelques mots le domaine, ce que tu fais, combien de temps tu es là, etc. Plus simplement. Voilà. D'accord. Bon, c'est bien que tu m'interroges en tant que métier de vigneron, hein, c'est ça? Oui, c'est ton premier métier. Ah, c'est mon métier, c'est mon premier métier, c'est mon métier. Et donc, c'est vrai que le domaine de Percède, on l'a créé en 1991. C'est un domaine familial. Alors, on a, avec Véronique, mon épouse, donc, décidé de créer une cave particulière sur le lieu du Percède. Autrefois, mon père avait un vignoble, et donc c'est un vignoble qui date de mon arrière-grand-père. Et donc, bon, si je dois refaire l'historique dans le détail, c'est-à-dire que mon arrière-grand-père avait un grand vignoble sur Pierrefeu, et comme il avait 7 enfants, ce vignoble-là était partagé en 7. Ouais. Donc, un vignoble, même de 70 hectares, partagé en 7, une cave partagée en 7, ça ne va pas. Donc, ils sont rentrés en cave coopérative. Donc, mon grand-père a dû racheter un terrain pour se remembrer. Et puis ensuite, mon père a acheté le domaine, enfin, du moins l'espace sur le domaine des Percèdes, ces surfaces-là, qui m'ont permis en 91 de créer la cave. Donc c'est vrai que le terroir, il est situé entre Pierrefeu et Cuers, un peu éclaté. Mon objectif, c'est de le rassembler autour du domaine des Percèdes par le biais de remembrement. Voilà comment aujourd'hui, on a créé la cave sur le lieu des Percèdes, sur aujourd'hui 43 hectares de vignes, sur un seul argile. Tu as commencé avec quoi? J'ai commencé avec 20 hectares. Ah oui, donc tu as doublé la surface. On a doublé la surface. Donc 20 hectares, c'était un domaine familial. Le choix de la cave particulière et du lieu, c'était simplement parce qu'avec mon épouse Véronique, on a décidé de vivre sur un bastidon qu'on a retapé à la base et on a décidé de faire notre projet autour de ce bastidon. Et si on regarde bien l'architecture des bâtiments, on a le cabanon qui est quand même un bastidon qui n'est pas très très grand, mais chaque fois qu'on a fait un bâtiment, on a essayé de le situer en dessous. D'accord. Voilà. Donc alors, ça posait des problèmes pratiques, on va dire. Mais pour autant, c'est vrai qu'on a vraiment voulu respecter l'idée de départ, qui était de construire le projet autour du bastidon. Et c'est vrai que 1000 hectolitres, donc une vingtaine d'hectares, on a fait un projet qui était dimensionné à ce volume-là. J'ai fait une cave, et dans cette cave, moi j'avais l'impression que je pouvais mélanger mon matériel de vinification, mon matériel de mise en bouteille, mais bon, on se rend compte que dès lors qu'on fait de la mise en bouteille, il faut davantage de place. Donc c'est vrai qu'autour du bastidon, on peut voir que l'entité du domaine des Percèdes a grandi. On a fait une salle de dégustation pour faire la promotion du domaine, un caveau de vente, et donc maintenant c'est vrai qu'on a, je dirais, une cave qui est opérationnelle avec la cave de vinification, le lieu de pressurage, le lieu de promotion, donc une salle de dégustation pour accueillir, parce que c'est vrai que c'est important aussi d'inviter des gens à venir déguster, parler du vin, c'est aussi important que la vinification, je dirais, et bien entendu un lieu de vente, parce que je crois qu'il est très important quand on a une cave particulière d'avoir un débouché en direct. Ah oui, ça c'est évident. Voilà. Ton meilleur ambassadeur, c'est finalement celui qui va venir au domaine. C'est ça. Tu diras en soi. Mais donc aujourd'hui 40 hectares, Cuers, Pierrefeu ou Alors, je suis entre Cuers et Pierrefeu. Donc, j'ai, à l'occasion de l'installation de ma fille Audrey, qui est rentrée au domaine il y a 3 ans, qui m'a rejoint il y a 3 ans, eh bien, nous avons acheté une parcelle entre Lacros et Carqueiranne, exactement à la Moutonne. Et là, nous sommes en train de faire une cave de vinification et un caveau de vente, donc qui devrait ouvrir le
Le 23 juin, exactement. Ah oui, c'est bientôt ça. C'est bientôt. D'accord, ok. Mais toujours rattaché à Percède ou ça va devenir... Ça sera le domaine des Percèdes. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a eu le coup de cœur pour ce site, hein, parce que c'est vrai qu'il est un peu maritime, en même temps la mer n'est pas très loin. Donc on a pensé que ça complétait bien et ça permettait vraiment déjà d'être bien situé, un terroir de qualité et d'offrir une gamme supplémentaire. Et puis bon, c'était l'occasion, je crois que chaque successeur, à un moment donné, membre de la famille qui s'est installé, a apporté quelque chose en plus. Et la contribution d'Audrey, aujourd'hui, c'est justement d'avoir faire l'acquisition de cette surface et de vinifier sur un autre terroir. Voilà, d'accord, ça s'appellera Percède, mais de toute façon, ça ne sera pas assemblé à la totalité, c'est-à-dire ça aura finalement sa propre identité. Toi, tu veux le scoop, là, c'est sûr. C'était un scoop. Voilà, non, mais c'est pas ça. Je sens que tu me titilles pour que je te dise un petit peu le nom du site et le nom non, de pas la du tout. future cuvée. Non, mais bon, il n'y a pas de problème. Le site, je le connais, mais non, parce que de toute façon, en termes d'unité, j'étais en train de réfléchir à ça, en termes d'unité de terroir, la classification de l'INAO, visiblement, devrait rattacher le Pradé et la Moutonne à Cuers-Pierrefeu. Voilà, donc ça sera dans l'appellation Pierrefeu. Ça, c'est une bonne chose aussi. Hein. Donc, c'est vrai qu'on aura le domaine des Percèdes sera délocalisé, y compris sur la Croix. Ça restera un terroir Pierrefeu. Et le nom de ce nouveau domaine, ce sera le château de la Tulipe-Noire. Donc c'est un scoop. Voilà, mais j'attendais pas de ça. Ah ouais, super, d'accord, ok. Oui, non, je pensais que simplement ça s'appellerait Percède sur une cuvée particulière. Ça va compléter la gamme du domaine des Percèdes avec une mention particulière. On a fait une vinification séparée. Et voilà, donc on a voulu élargir la gamme. D'accord. L'encépagement sur le domaine, il est réparti comment en fait? Alors c'est le cépage, le grenache qui est le cépage majoritaire, bien sûr. Après, en rosé, c'est prioritairement Syrah, Cinsault, grenache. C'est vraiment l'encépagement qui permet de donner l'équilibre, la souplesse, en même temps les arômes. Et puis sur rouge, on favorise le Mourvèdre. C'est vrai que c'est le cépage numéro 1 aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est le cépage de Bandol, mais on peut considérer que sur la bande littorale, il vient bien. Le Mourvèdre, il faut qu'il soit récolté à maturité, c'est-à-dire au-dessus de 13 degrés, il faut qu'il soit pas trop loin de la mer, donc sur le petit rendement, sur le terroir de Pierrefeu, on arrive à faire des choses merveilleuses. Puis bien sûr le Carignan, un bon terroir, on reconnaît aussi à son aptitude à porter le Carignan, faire des grands rouges avec le Carignan, et c'est le cas sur le terroir de Pierrefeu. J'ai un petit peu de Cabernet aussi, et puis bien entendu la Syrah, qui donne d'excellents rouges. Donc c'est vrai que j'aime bien, surtout sur ma première cuvée, le fil d'Ariane, faire des rouges qui sont des rouges d'assemblage de 5 cépages. Donc en plus du Mourvèdre, de la Syrah, du Cabernet Sauvignon, du Carignan, il y a un petit peu de grenache aussi qui apporte vraiment la souplesse. C'est un excellent cépage en rouge, le grenache. Et c'est vrai que... Sur Aigues des Bottes, comment tu es? Sur Aigues des Bottes, je suis plus avec une dominante Mourvèdre. D'accord. Complété avec du Cabernet Sauvignon. Alors l'esprit, si tu veux, que ce soit pour le rouge et pour le rosé, ma cuvée fil d'Ariane, l'esprit c'est... de récolter donc, cépage par cépage et terroir par terroir, bien que maintenant je m'amuse avant la rentrée en cave d'assembler quelquefois des cépages qui sont complémentaires. Je mets quelquefois un petit peu de Syrah dans le grenache par exemple, hein, mais bon. Et puis après, en fin de vinification, toutes ces cuves séparées, avec ma fille Audrey et puis des amis, on essaie de déguster. Ben, tu avais participé, tu te souviens, c'est pas des assemblages. Hein. Pour essayer de trouver sur le fil d'Ariane les mêmes caractéristiques, ou du moins se rapprochant à l'année d'avant, millésime précédent. Ouais, d'accord. La cuvée avec des bottes, c'est un autre esprit. C'est déjà faire dominer un cépage et choisir une parcelle sur place avant la vinification. On décide que cette parcelle-là, bien, elle va rentrer dans la cuvée. Par rapport à la maturité des raisins, par rapport au choix de la parcelle, par rapport à, je dirais, à un peu l'antériorité de ce qu'elle a produit l'année d'avant, en limitant les rendements. Alors, généralement, c'est toujours la même. Généralement, on essaie de reprendre la même parcelle. Il y a des petites variantes d'une année à l'autre. Donc, c'est vrai qu'il y a des années où on choisit une deuxième parcelle qui éventuellement peut compléter, mais c'est toujours la même parcelle. C'est le mieux du mieux. Voilà, c'est le mieux du mieux. On essaie de travailler les rendements, travailler sur les équilibres, etc. Et donc, c'est vraiment une parcelle récolte mise à part. Alors, sur le rosé, c'est le parcelle de grenache, complété toujours avec du Cinsault, et sur le rouge, c'est une parcelle de Mourvèdre, complété quasiment toujours avec du Cabernet Sauvignon.
Vous m'avez dit attention, Mourvèdre et Cabernet Sauvignon, ça va pas ensemble. C'est un peu. Et puis bon, la première année, on avait essayé, et finalement, on arrive à faire de belles choses. Mais après, bon, le terroir y est pour beaucoup. Hein. Ce qui est valable ici, peut-être pas valable à la Londe ou ailleurs. Alors, blanc 2011. 2011. Blanc 2011, cuvée avec des bottes. Donc, il y a une différence en cépagement entre la cuvée avec des bottes blanc et cuvée Ariane. Oui, c'est 100% rôle. La cuvée avec des bottes, c'est 100% rôle. L'objectif de la cuvée avec des bottes, c'est de faire dominer un cépage et choisir à la parcelle en particulier. Et donc là, 100% rôle. Donc c'est vrai que le rôle est un cépage, contrairement à ce qui se fait dans les autres couleurs et Côte de Provence en général, qui va très bien tout seul. Oui, il se suffit à lui-même. Voilà. Ouais, largement. Il a toutes les qualités, qu'on lui demande. Bon, c'est vrai qu'on est sur un style de vin quand même qui est assez différent. On a quand même quelque chose qui est bien marqué par le terroir. On a une certaine minéralité, on a des épices, on a une belle complexité aromatique sur le nez. L'Ariane est peut-être un petit peu plus sur la fraîcheur, sur la facilité. Là, on est plutôt sur quelque chose où on est un peu plus sur la réflexion. Hein, c'est vrai qu'il y a un joli nez. Il n'y a pas d'élevage particulier. Non, il n'y a pas d'élevage particulier. C'est vrai que c'est le rôle qui apporte ce caractère aromatique qui est très fort, et puis aussi la souplesse. On est très différent de ce qu'on peut trouver. On n'est pas loin de la Londe, mais on est vraiment sur des blancs. Je ne veux pas dire qu'il y a plus de profondeur, mais on sent une profondeur, on sent cette minéralité qu'on n'a pas forcément sur la Londe, on a plutôt ces côtés iodés dans les blancs. C'est vrai qu'on a un comportement du rôle qui est très différent, et on a peut-être des tenues en bouche qui sont un petit peu plus importantes ici. Comment tu les trouves à l'évolution au-delà de la première année? Au-delà de la première année. Bon, on a des vins qui tiennent bien. Au-delà d'un an et demi, 2 ans, on arrive quand même à avoir des tenues, on arrive à conserver le potentiel aromatique. Voilà. C'est vrai que moi j'ai tendance à demander à ce qu'on ne laisse pas trop traîner les bouteilles et voir le millésime le plus précoce en général. Mais c'est vrai que du fait qu'on récolte plutôt mûr, alors l'Uni blanc c'est vrai qu'il se récolte très précoce, même sous maturité. Par contre le rôle, on a appris qu'il fallait le récolter quand même bien mûr. Et c'est ça qui permet de donner un petit peu la consistance et la tenue dans le temps. Le problème c'est que si le rôle n'est pas mûr, on n'a pas les arômes. C'est vrai, moi je me suis cassé le nez quelques fois à récolter avant maturité. Et là, c'est vrai qu'il faut bien choisir sa maturité. Oui, parce qu'on a toujours des bonnes acidités et on conserve de la fraîcheur malgré que l'on ait quelque chose justement d'assez puissant. Il y a une vraie histoire, je trouve, dans ces blancs. C'est vraiment très différent de ce qu'on peut avoir, même en termes de gastronomie, autant, parce qu'on est vraiment pas loin de la Londe, mais sur les gastronomies de la Londe, on va chercher quelque chose qui va être un petit peu plus sur la fraîcheur. Là, on est vraiment plus sur le type de vin où on pourra facilement marier un poisson avec un jus, un poisson avec une petite sauce très légèrement crémée. On va chercher quelque chose qui va être un peu plus sur les épices. On peut y aller sur une viande blanche. Voilà, quelque chose qui soit goûteux, savoureux, sans être lourd. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai complément au niveau de la gastronomie, au niveau des accords mets. Ça, hier on goûtait des banons, des fromages de banons. Avec ça c'est super. Très bien, parce qu'on a vraiment cette épice, on a vraiment cette minéralité. Ça, c'est vrai que c'est assez semblable. Non, c'est vrai que là, on arrive à obtenir cette profondeur. Je te dis d'une part liée au fait qu'il faut récolter mûr. Et aussi, on choisit aussi le terroir pour le rôle. Moi, je n'utilise pas le même terroir pour le rôle que pour les cépages qui vont faire du rosé. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même des sols un peu plus profonds et un peu moins bien exposés presque. Il faut que ce soit un peu plus froid. Voilà. C'est ça. Alors qu'on cherche carrément l'inverse sur les rosés des rosés. Alors là, la cuvée Ariane, rosée, couleur fantastique. Là, tu ne t'es pas trompé pendant les vignes. C'est vrai que c'est important. C'est pas évident. C'est vrai que c'est important. Tu as un rosé qui est super éclatant, tu as ce côté très saumonné, tu as ce côté très brillant. Là, en termes de couleur, je pense que tu peux pas. On travaille énormément les couleurs. C'est vrai que c'est pas facile. Tu les as un peu fait évoluer quand même, les couleurs. Hein. Ah, complètement. Mais bon, j'ai la chance de travailler avec ma fille, qui est très pointilleuse. Et c'est vrai que pendant la vinification, on essaie vraiment de faire en sorte de limiter, de faire une macération bien cadrée, un débourbage bien fait, rentrer à basse température, refroidir au pressoir, pour que vraiment on arrive à tirer les arômes
le gras, mais vraiment limiter la couleur. Et ça, c'est un vrai challenge technique qu'il faut gagner. Le problème, c'est que c'est une variable, la couleur, qu'on maîtrise très mal. Je pense qu'on maîtrisera jamais. De côté, tant mieux. Hein. Mais des années, tu rentres des raisins, tu fais ton pressurage, tu as l'impression d'avoir une couleur démoniaque, et tout tombe après la vinification. Et puis des années, tu as l'impression d'avoir fait un rosé pâle, et puis la couleur, elle tient, et puis tu te trouves avec ton rosé soutenu dans la bouteille. Ça, c'est magique. Ça, c'est quand même assez magique. Parce que c'est vraiment une chose. Moi, je me suis baladé l'année dernière pendant les vignifs au moment des vendanges. Quand tu vois la couleur de vos pressurages, en fait, qui sont quand même beaucoup plus teintés, en plus, il faut que vous extrapoliez sur quelque chose qui sera très différent de ce que vous avez au moment où vous pressez. Ça, c'est fantastique. Par contre, ça, c'est remarquable. On est vraiment dans l'esprit du rosé. Alors, il y a un truc qui me frappe, c'est que j'aime bien imaginer les choses, mais quand je mets le nez dedans, j'ai l'impression de me balader dans la colline en plein été. Il y a ce côté garrigue, il y a ce côté thym, il y a ce côté fenouil. Il y a vraiment une identité, de terroir. Alors on a ce côté très fruit, très aromatique, mais il y a un charme, un côté extrêmement épicé dans tes vins, ce qui est un peu, enfin le côté épice, c'est un peu la marque de fabrique quand même ici. Hein, tous les vins, on est vraiment sur ce registre-là. Mais il y a un nez un peu menthol, un peu fenouil. Ah, j'adore, vraiment, ça c'est sympa. Mais là, c'est quand même, ça représente 80% des volumes des rosés dans la cave, hein, donc c'est important. Et là, tu arrives vraiment sur l'assemblage. Et on essaie vraiment de faire quelque chose qui est représentatif et qui est suivi d'une année sur l'autre. C'est pour ça que l'assemblage est très important sur la file d'arrière. Mais 2011, c'est vrai que c'est aromatique. On a. Ouais. C'est vrai qu'à la vinification, on a eu une impression. Après le mois de novembre, on avait des sensations sur le plan des arômes, sur les cuves séparées. Mais bon, c'est vrai qu'après l'assemblage, on est vraiment satisfait du résultat, du potentiel, tant sur les arômes que sur la bouche. Tu fais tes malos? Non, c'est bon. Là, donc on reste vraiment sur la fraîcheur. J'ai jamais fait de malo. D'accord. Pour moi, ça serait une tuile si m'arrivait de malo sur le rosé. Pourquoi? Parce que bon, on a quand même un terroir qui n'est pas très acide. On a des vins qui sont peu acides, donc on essaie de conserver le gaz carbonique au maximum dans la bouteille, le gaz fermenteur, hein, pour qu'on ait quand même une certaine vivacité. Mais si derrière ça on fait une malo, il y en a très peu qui font la malo sur le secteur. Moi, sur le secteur. Ouais, très peu. Justement, ce qu'on reprochait, j'en discutais avec un œnologue ces derniers jours, c'est que quand on peut faire la malo, l'intérêt, c'est que ça donne des vins qui sont un peu plus robustes dans le temps. Enfin, pas pour qu'ils tiennent 10 ans, hein, mais qu'ils arrivent à tenir quand même une année complète. Alors c'est vrai qu'ici, sur vos terroirs, il y a quand même du caractère, quand même de la puissance, quand même de la présence, il y a quand même de la chair dans les vins. C'est peut-être un peu moins utile, mais c'est vrai que c'est une discussion qui se fait. C'est vrai que la malo, pour nous, c'est quelque chose qu'on évite, on bloque, ça c'est sûr. Alors, Règle des bottes 2008. Alors tu les commercialises avec un petit peu de bouteille. Voilà, et encore là, le 2008, on le déguste aujourd'hui, mais jusqu'à ce jour, il n'était pas à la vente. Donc on était sur le 2007, jusqu'à aujourd'hui. Et donc j'aime bien, autant sur les rosés, je suis très pressé de les mettre sur le marché tôt, autant le rouge, on essaie de différer le plus possible. Moi, ça me paraît très aberrant de vendre les 2010 ou des... Voilà, donc sur la file d'Ariane, je suis en 2009, et sur Règle des bottes, j'étais en 2007, et là, je passe un tout juste en 2008. C'est le temps nécessaire, je crois, pour donner à ses clients des fois, tu peux avoir la volonté, mais quand tu n'as plus de vin, il faut bien vendre quelque chose. Quelquefois, ça peut être ça. C'est vrai, c'est vrai. Bon, mais écoute, là, je touche du bois. Hein, pour l'instant, j'ai toujours réussi à faire cadrer les millésimes sur les rouges. Donc, beaucoup de Morel. 70%. Quand on met les vins, il y a de doute. Mais ça reste élégant. Je veux dire, il y a le fil conducteur, effectivement, du Mourvèdre de Bandol, avec le côté peut-être un peu plus épuré, un peu plus sur la finesse. Donc, voilà, on est moins sur ce côté des fois un peu rustique qu'on a. Le Mourvèdre sur Pierrefeu, il est différent de Bandol dans le sens où on le déguste en novembre, en décembre, on peut le déguster. Qu'un Bandol, on Mourvèdre en novembre, en décembre, tu ne le dégustes pas. Quoi. Donc c'est vrai qu'on arrive à faire des rouges de qualité. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont quand même différents, donc on arrive à retrouver des tonalités un petit peu différentes. Il y a quand même une
belle structure. Hein. Ouais, 2008, on peut l'acheter, on peut le boire, hein, parce que ça, à l'ouvrir, un petit coup de carafe d'aération, même une heure avant, ou une demi-heure avant, ou même ne serait-ce que juste avant, c'est toujours mieux. Mais on a quand même des tanins qui sont quand même assez présents. Mourvèdre, c'est un peu le style, quoi, hein, c'est un peu ce qu'on recherche là-dedans. Il y a une belle gourmandise, il y a une belle complexité. Ouais, ça commence à être un peu le moment de départ. Il y a un élevage particulier Il y a 12 mois de barriques de 400 litres. C'est plus gros que les barriques bordelaises et plus petit que les 8 de 600. On ne veut pas typer trop au bois. Donc au départ, je suis parti avec des barriques neuves, millésime 92, je me souviens, barriques neuves. Alors, pour moi, le bois était trop marqué. Donc après, j'ai essayé le 225 de l'occasion. Et puis après, voilà. Mais après, moi, j'ai choisi la 400 litres parce qu'il y a moins d'échanges. Et donc, il ne faut pas quand même qu'on ait des typicités de bois trop fortes ici. Il ne faut pas que le bois soit trop marqué. Il faut que la typicité du vin derrière soit bien retrouvée. Avec la 400 litres, c'est le bon équilibre. Si tu bois un Mourvèdre, s'il y a un apport de bois, de goût de bois dans le Mourvèdre, pour moi, ça ne sert à rien parce que le Mourvèdre est déjà naturellement boisé, naturellement épicé. Si par contre, ce qu'il a besoin, c'est ce qu'il faut en Landogne. C'est d'utiliser des contenants qui permettent de favoriser un petit peu l'oxydation et rendre les tanins un petit peu plus souples et plus aimables. Mais donc, avec des bonnes, on est plus sur des vins, déjà éviter l'été, hein, peut-être quand même. Oui, là, on est plus sur des viandes grillées, sur des côtes de bœuf à la cheminée ou sur une dôme, sur des plats en sauce, sur du chevreuil, sur des choses comme ça. Alors, 2008. Je trouve qu'ici, en général, sur la région, 2008 n'est peut-être pas forcément le meilleur millésime qu'on ait fait ces 10 dernières années, mais l'intérêt qu'il a, c'est qu'il donne des vins quand même assez francs, assez droits, et l'intérêt, c'est bien de venir les acheter maintenant et voir où les garder, parce qu'on a quelque chose qui est facile, mais qui commence à se goûter, avec intérêt. C'est vrai que le bon millésime, c'est celui qu'on boit au bon moment. Hein. Ouais. Bon, maintenant, le bon millésime, comme moi, bon moment, là, c'est vrai qu'on se régale. Mais bon, généralement, c'est ça aussi, je veux dire. C'est vrai que pour moi, les super millésimes, d'ailleurs, c'est me faire la cuvée des crapauds, j'avais vu sur des crapauds, mais bon, il y a eu 2099, 95, bien sûr, 99, 2001, 2003 et 2007, c'était fabuleux d'ailleurs. C'est vrai que 2007, il a filé très vite. Là, aujourd'hui, j'en ai plus de 2007. Sauf un crapaud. Mais c'est vrai que. C'est une belle année 2007. C'est une année à rouge. C'est une année à rouge. Très surprenant. Ouais. Mais donc en fait, ce qu'il faut faire, si j'ai suivi ton raisonnement, il faut venir goûter au domaine. Ça, c'est indispensable. Et puis moi, je suis beaucoup plus à l'aise au domaine que sur un stade de foire. Là. Moi, j'aime bien être chez moi, dans mes meubles, dans ma salle et tout. J'ai tous mes repères. Et moi, j'aime bien recevoir les gens. C'est vrai, j'aime bien leur parler du vin. Quand on fait des. Je me souviens, ça fait maintenant, ça fait 20 ans que le domaine existe. Ouais. 91, 2012, depuis 21 ans maintenant. Et j'ai toujours voulu faire rentrer les gens dans la cave, leur expliquer, faire déguster à la cuve. Alors des fois, je leur fais déguster des rouges après la vinification. Là, il faut qu'ils rompent la gueule. Mais c'est sympa de faire visiter les gens. Et alors, le premier message, c'est le rosé. Je leur explique ce que c'est un rosé. Et je passais 20 minutes, et alors, bon, maintenant ça va. Mais à l'époque, les gens sur le rosé ne comprenaient rien. Ils étaient surpris du message. Et ça qui est étonnant. Peut-être pas forcément longtemps, mais ça ne les intéressait pas forcément. Donc c'est vrai que le meilleur lieu pour un vigneron pour parler de son vin, c'est sa cave. Et là, c'est vrai que moi, il faut m'arrêter. Hein. Oui, mais d'ailleurs, non, t'as un beau caveau de vente, t'as un caveau de vente qui est sympa. On sait que l'accueil ici est toujours très amical et très convivial. C'est familial. Ouais, c'est vrai. T'as toujours gardé ce côté très, avec beaucoup de proximité. Et puis ça, on le ressent quand tu t'expliques à qui tu vends ici parce que c'est ici qu'on va vendre. Donc vraiment j'encourage tout le monde à venir à Cuers. C'est super bien fléché, on le trouve sans aucun problème. Alors on se balade un petit peu dans les vignes pour arriver jusqu'au domaine, mais l'endroit est absolument magique et les vins sont absolument délicieux à venir découvrir. Merci Alain. Merci Christian. Voilà, c'est terminé pour ce numéro. N'oubliez pas d'aller voter les 10 et 17 juin. Je vous donne rendez-vous le 1er juillet. Au revoir.
Thank you.